la franc-maçonnerie, sa nature, ses principes? Quels sont les points d'incompatibilité? Les réponses dans une émission spéciale que vous proposera Ecclesia TV en collaboration avec Radio Espoir. De nos jours, la problématique des mouvements ésotériques est une question théologique et pastorale qui préoccupe au plus haut niveau l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Le constat est que beaucoup de chrétiens, par ignorance, par curiosité ou par désir d'ascension sociale, se laissent séduire par cette théorie développée par ces sociétés secrètes, tandis que d'autres continuent de s'interroger sur leur compatibilité avec la foi chrétienne. Amis auditeurs de Radio Maria Man, Radio Maria Yamoussoukro, chers téléspectateurs de Ecclesia TV, le vendredi 25 mai dernier, la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire publiait une lettre pastorale sur l'incompatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Quelques jours après la sortie de cette lettre, Radio Espoir, en collaboration avec la télévision nationale catholique Ecclesia TV et les autres radios catholiques partenaires, a décidé de proposer cette émission pour éclairer davantage les fidèles catholiques sur les points d'incompatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Et pour en parler, je reçois le Père Thibault. Le Père Thibault est responsable de l'accueil et de la formation à la communauté de Saint-Jean, une communauté que nous appelons affectueusement les frères gris en raison de la couleur de leur habit. Bonsoir Père Frère Thibault. Bonsoir. Père Thibault, je devrais dire. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Merci beaucoup de nous rendre visite. Merci à vous. Pour cette émission spéciale. Alors tout de suite, on va mettre le pied dans le plat. Une définition pure et simple de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Alors, c'est difficile à définir. Je vais prendre les termes de la franc-maçonnerie elle-même. Sachant que quand on dit franc-maçonnerie, c'est un univers, parce qu'il y a de multiples loges, même, je ne veux pas trop faire de comparaison avec le catholicisme, mais dès qu'il y a un groupe, on peut pas, tout le monde ne pense pas de la même manière. Je voudrais quand même donner une définition qui est tirée du premier article de la Constitution de la Grande Loge de France, donc qui est une des grandes loges en France. La franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel et universel fondé sur la fraternité. Retenez le mot de fraternité. Elle constitue une alliance d'hommes libres et de bonnes mœurs de toute race, de toute nationalité et de toute croyance. Alors, derrière cette définition, il y a fraternité, il y a cette idée universelle d'ouverture, et puis il y a une alliance d'hommes libres. La liberté est quelque chose de très important, la liberté de penser, on va voir, c'est quelque chose de très important pour la franc-maçonnerie. Alors, j'allais dire, suivant cette définition, la franc-maçonnerie, elle se définit elle-même comme un lieu de pensée, d'ouverture, de culture, d'échange, de relations, et elle cherche une promotion humaine. C'est comme ça qu'elle se définit. Et quand on dit de l'extérieur, mais est-ce que vous êtes une société ésotérique? Ils diront non. Est-ce que vous êtes une religion? Ils diront non. Est-ce que vous êtes une secte? Ils diront non. Alors c'est ça qui est difficile, Encore moins société secrète. C'est ça qui est ambigu, c'est que la franc-maçonnerie elle-même ne se définit pas comme une société ésotérique, ni comme une religion. On va voir, il y a d'ailleurs un rapport très ambigu à la religion. Donc elle se définit comme une société, j'allais dire fraternelle, qui a un caractère universel, qui est axé sur le libre-échange de la pensée et des réseaux. On va voir, vous avez venu d'évoquer la lettre des évêques de Côte d'Ivoire, c'est justement la question qu'elle pose. Il y a le visage qu'elle présente, mais les pratiques dont elle hérite, est-ce qu'il n'y a pas quand même un fonctionnement d'une société ésotérique? Notamment, on y reviendra, une des grandes questions que pose l'Église catholique, c'est la dimension du secret. Donc il y a une société qui a une dimension secrète, où les membres qui y sont ne doivent pas dévoiler le travail qui est fait, où les membres qui y sont n'ont pas le droit de dévoiler qui sont les membres avec qui ils travaillent. Donc on commence déjà avec cette ambiguïté. Comment elle se définit? Et la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Est-ce que seulement elle se définit? Puisque lorsque vous parlez de ce qu'on voit et de ce qu'on sait, il y a une contradiction. Une société qui se dit fraternelle,
a priori, il n'y a rien de grave, qui se dit liberté de penser, a priori, il n'y a rien de grave, et puis derrière, il y a toute une opacité qui entoure l'exercice. Est-ce que c'est de là que vient le problème? Alors, on va essayer, parce que moi j'ai dit, il y a deux écueils. Il y a un écueil qui consiste à faire une espèce d'imagination, de voir des choses obscures partout. Je ne crois pas qu'il faut l'aborder comme ça. Mais il y a une vraie dichotomie entre une ouverture de pensée et puis quel est son fonctionnement. On essaiera de découvrir quel est exactement son fonctionnement. Peut-être pour aider à cette définition, peut-être faudrait partir du mot. Franc-maçon. Dans franc, il y a l'idée de quelqu'un qui est libre, affranchi, quelqu'un qui est libre. Et puis maçon, dans maçon, il y a l'idée de constructeur. D'accord. On viendra sur l'idée de la franc-maçonnerie, mais franc-maçon, c'est un libre constructeur. D'accord. Et dans constructeur, on verra de plus en plus, c'est le sens d'une construction. Il faut bâtir le temple intérieur, d'une construction qui a une signification spirituelle. D'accord. Alors, tout a commencé un jour. Quand est-ce que l'idée de mettre en place la franc-maçonnerie est née et où? Alors, est-ce que c'est parti d'un besoin, d'un manque? Alors on dit souvent que la franc-maçonnerie est née en 1717 à Londres. Elle est née en Angleterre, où il y a 4 loges de francs-maçons qui se sont réunies. La franc-maçonnerie, en fait, le mot franc-maçon, la société des libres maçons en Angleterre, en fait, existait depuis le XIVe siècle. Oui, d'accord. Mais elle avait une signification toute différente de celle qu'elle va prendre au XVIIIe siècle. Au XIVe siècle, elle est une association, une corporation de maçons qui sont les bâtisseurs de cathédrales et les bâtisseurs de maisons et de cathédrales. Et au XVIIIe siècle, elle prend un nouveau sens, c'est que au siècle des Lumières, on ne va plus bâtir des cathédrales physiques, mais on va devenir une association pour bâtir un monde avec l'échange de la pensée. Donc, les francs-maçons existent depuis très longtemps, c'est une corporation de ceux qui bâtissaient les cathédrales, et au XVIIIe siècle, il y a comme un retournement, les corporations disparaissent, et puis il y a cette naissance de corporations nouvelles qui est beaucoup plus intellectuelle, avec une vision nouvelle sur le monde, des idées qui sont liées au siècle des Lumières. Ça a l'air tout à fait positif, mais il y a un problème de sémantique. Pourquoi employez-vous de façon spéciale le terme de corporation plutôt que société? En fait, le mot corporation, il est, pour l'instant, je ne porte pas de jugement. Je regarde comment elle se comporte. Pour l'instant, je prends corporation au sens très positif. Les corporations existent depuis l'Antiquité. Alors, on a un peu perdu ça dans notre société aujourd'hui, mais dans l'Antiquité romaine, aussi dans la société occidentale française, pendant tout le Moyen-Âge, alors ça commence à disparaître au XVIIIe siècle, mais pendant tout le Moyen-Âge, on est dans des corporations. On est artisan, on est maçon, tout à fait. Je sais pas, on est tisserand, et en fait, les corporations, c'est-à-dire on fait corps ensemble, et on se transmet à la fois notre savoir-faire, de génération en génération. De génération en génération, et ça c'est éminemment positif. D'accord. Alors, nous savons que la franc-maçonnerie est divisée en loges. Alors, un terme assez barbare pour nous qui ne sommes pas initiés. C'est quoi une loge, justement? Alors, la loge, si vous voulez, c'est la structure de base. Donc, c'est quand même, on va voir, c'est très organisé. Il y a une structure de base, et dans la loge, alors, on dit classiquement qu'il faut au moins 7 personnes. Il y a au moins, en gros, une dizaine de francs-maçons qui sont dans cette loge, où la loge, on l'appelle atelier. Ce qui est assez significatif comme mot, c'est un atelier de travail. De la même manière que les anciens francs-maçons du Moyen-Âge, c'était des artisans, ils avaient un atelier ensemble. Là, il y a un nouvel atelier, mais qui a un sens plus intellectuel, un sens plus spirituel. Donc la loge, si vous voulez, c'est la structure de base, c'est le groupe de francs-maçons dans lequel il y a tout ce lieu de réflexion et certains rituels. Ça se répartit comment? Est-ce qu'il y a un ordre mondial, il y a un chef mondial, et puis les loges, ce sont les démembrements pays par pays? On se perd un tout petit peu en conjecture. Alors, j'allais dire, c'est plus complexe que ça. En fait, il y a... alors ça, je me base sur certains auteurs qui ont été dans la franc-maçonnerie et qui en sont ressortis. Et souvent, ils disent, en fait, il y a une structure officielle. Et la structure officielle, c'est qu'il y a des loges, des obédiences, et puis il y a différentes obédiences qui regroupent les différentes loges. Et au niveau, j'allais dire, officiel,
c'est parfaitement transparent. Donc, c'est un fonctionnement démocratique. D'accord. Donc, les loges sont structurées, on vote pour des responsables qui ne dépassent pas 2 ou 3 ans. Et en France, les loges sont les grandes loges sont déclarées comme des associations. Et en Côte d'Ivoire, c'est aussi déclaré et c'est inscrit au registre. Donc, il y a cette structure qui est officielle. D'accord. Et on y reviendra, il y a différents grades d'initiation. Tout à fait. Pour les apprentis, etc. Et puis après, la grande question, c'est certains qui sont entrés disent oui, mais derrière cette structure officielle, si on monte un petit peu en grade, il y a une structure qui est non déclarée, qui n'est pas tout à fait démocratique, où on monte en grade et là il y a tout un rite d'initiation dont on ne connaît pas tout à fait les contours. Donc vous voyez, pour vous dire cette question de l'organisation, il y a une organisation très démocratique officielle, en tout cas en France, tout est transparent, connu de tous. Voilà, qui est connu de tous, qui est le grand maître, voilà, tout est déclaré. Mais la question, alors je le garde sous forme de question, c'est que ceux qui témoignent disent oui, mais il y a une autre structure quand on franchit un peu les échelons. Souterraine, on va dire. Voilà, qui est plus souterraine. Un terme est revenu le plus souvent dans ce que vous définissiez tout à l'heure dans l'organisation, c'est obédience. C'est quoi? C'est des sous-loges? Alors, non, c'est justement c'est l'inverse. C'est que l'obédience, elle regroupe des loges. Donc, voilà. Il y a différentes obédiences. Alors qui ont un peu des spiritualités différentes, mais des orientations un peu différentes. D'accord. Je me base un peu sur un ouvrage d'un de mes frères de ma communauté qui s'appelle Lettre à un ami franc-maçon, du père Jean-Philippe Diouf, qui est un de nos pères qui est à Lomé. Et il écrit ceci. En France, les obédiences se différencient d'abord par la référence à Dieu. Donc il y en a certains qui se situent différemment par rapport à la question de Dieu. Alors ici, différents exemples. Par exemple, les principales obédiences françaises sont le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale française, la Grande Loge de France, la Fédération française du droit humain, la Grande Loge féminine de France, etc. Et il faut savoir que en Afrique, les loges sont reliées à telle ou telle loge française. Souvent. Donc il y a un problème de dépendance. Elles ne sont pas aussi indépendantes que ça. Alors, les loges sont reliées à des loges françaises. Voilà, elles sont reliées à des loges françaises. Mais tout de suite, il faut préciser que cette dépendance, j'allais dire, elle est interne à la franc-maçonnerie. Ça, c'est quelque chose sur lequel la franc-maçonnerie insiste beaucoup. J'ai commencé par là, c'est une fraternité. Et les francs-maçons ne veulent surtout pas faire de différence de culture. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, elle a existé depuis longtemps en Afrique, mais elle a surtout émergé, du moins en Afrique de l'Ouest, au moment de l'indépendance. Et ça, la franc-maçonnerie mettait un point d'honneur à ça, c'est qu'il n'y a pas de différence, et ça c'est tout à fait honorable, de race, et c'est vraiment une fraternité. Alors, il est dit qu'avant la franc-maçonnerie moderne, dite spéculative, avant elle existait, vous l'avez dit, la franc-maçonnerie ancienne qui désignait les constructeurs de cathédrales. Je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu. Donc, au départ, c'était des constructeurs. Il y avait quelque chose de positif. Construire des cathédrales, c'est assez paradoxal pour ce qui nous réunit ce soir. Alors, qu'en est-il exactement de cette franc-maçonnerie qui a migré petit à petit en autre chose que des constructeurs de cathédrales? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'histoire? Alors en fait, c'est pas tellement une migration progressive, c'est plutôt que les corporations du Moyen-Âge ont progressivement perdu un peu leur signification, ont perdu d'importance. Donc c'était quelque chose qui était très structurant pour le Moyen-Âge. Et au XVIIIe siècle, les corporations existent encore, mais elles n'ont pas la même importance. Donc elles se transforment. Donc au XVIIIe siècle, et souvent on dit ça, c'est des franc-maçonneries, on dit opératives, c'est-à-dire que opérative, fallait opérer, travailler, construire des cathédrales, et ça devient une franc-maçonnerie spéculative ou moderne, où là c'est plus du côté de la réflexion. Donc la mutation, elle se fait entre le passage de quelque chose qui est dans l'ordre du travail pratique
jusque vers quelque chose de spéculatif. C'est pour ça que la franc-maçonnerie moderne a un caractère très intellectuel. Elle essaie de toucher les élites, et ça c'est intéressant, elle veut ouvrir toute une réflexion. Justement, plus intellectuel, est-ce que cela dénote du fait que la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, qui est considérée par beaucoup comme le siècle des Lumières, a connu un boom philosophique très fort. C'est le siècle des philosophes, des grands philosophes, le siècle des Lumières. Est-ce que c'est à partir de là qu'on a pu raisonnablement parler de la franc-maçonnerie moderne? Alors, c'est bien de dire un mot sur les Lumières, parce qu'effectivement, la franc-maçonnerie correspond à ça, à ce siècle des Lumières. Le mouvement des Lumières, à la fois il y a quelque chose qui est exaltant de vouloir chercher la lumière, mais en même temps il y a quelque chose qui est un peu méprisant, parce que le siècle des Lumières, donc ça arrive au XVIIIe siècle, l'humanité n'a pas attendu quelques philosophes français du XVIIIe siècle pour commencer à chercher la lumière par-delà l'obscurantisme. D'accord. Il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que quand on lit les philosophes depuis l'Antiquité, les grands philosophes grecs cherchaient la lumière, ils parlent tous de la recherche de la lumière. Et j'allais dire, il y a un peu cette volonté de dire oui, tout ce qui était avant le XVIIIe siècle, en fait, c'était l'obscurantisme. Nous, on va entrer maintenant dans la vraie lumière. Alors, j'allais dire, le tournant des Lumières est en fait très lié à la science. Et c'est pas tellement qu'avant on n'avait jamais cherché la lumière et à être intelligent, parce que depuis le début de l'humanité, il y a des sages et des philosophes qui ont tous cherché la lumière. Je crois qu'il n'y a pas une culture où il n'y a pas une véritable recherche de lumière. Donc je dis pas qu'il y a une espèce de pas de manque de mémoire, mais en tout cas, on n'a pas attendu le XVIIIe siècle pour chercher la lumière. Ce qu'il y a de nouveau, par contre, c'est qu'il y a un esprit critique et un esprit scientifique qui fait que cette recherche de lumière prend une tonalité particulière. Et c'est dans cet esprit critique qu'on verra notamment la recherche de l'autonomie de la raison. Et là, la franc-maçonnerie s'est beaucoup coulée dedans. Notamment, on y reviendra, c'est un point justement très en discussion avec l'Église, c'est que pour la franc-maçonnerie, la raison est autonome et on n'a rien à lui dicter. C'est pour ça que la franc-maçonnerie n'aime pas du tout une pensée dite, entre guillemets, dogmatique. D'accord. Mon père, la première loge, on coupe carrément avec le siècle des Lumières, la première loge, on nous a dit, a été créée en Londres, c'est ce que vous avez dit à l'introduction. En Angleterre, aussi paradoxal que cela puisse paraître, par des Français. Alors non, c'est des James Anderson, c'est des pasteurs. Parlez-nous un tout petit peu. Alors en fait, il y en a deux. Souvent, on dit c'est Jean Théophile. Des pasteurs à l'origine. Oui, des pasteurs protestants. D'accord. Et il faut savoir que eux-mêmes, James Anderson, qui a lui-même écrit la première constitution des francs-maçons. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on arrive des siècles après, où la franc-maçonnerie, il y a eu des tas de courants qui sont passés. Mais au début, c'est une corporation d'artisans. Et puis, comme le côté artisanal, j'allais dire, cette corporation, elle change un peu d'objectif. Il y a le siècle des Lumières, ce sont des penseurs qui veulent échanger. Et au point de départ, ce pasteur presbytérien, James Anderson, qui publie les premières constitutions, il n'a pas du tout une volonté. Alors peut-être il avait cette volonté cachée, il ne l'a pas dit, mais en tout cas, dans les constitutions, ça n'apparaît pas que ce serait une société parallèle qui serait contre l'Église. Il dit au contraire qu'il veut que sa constitution, elle puisse intégrer les différents courants. Les différents courants chrétiens, par-delà leurs différentes dénominations. C'est pour ça qu'il écrit ceci dans le premier article, que le maçon n'était ni un athée, ni un libertin irréligieux, mais qu'il croyait à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Et quand les Français traduisent ça, ils disent c'est la religion dont tout chrétien convient. Donc il ne faut pas croire qu'au début, il y avait explicitement quelque chose d'anti-chrétien. Il n'y avait pas d'opposition au début. Du moins, ça ne se présentait pas comme ça. Tout à fait. Chers auditeurs des radios catholiques, Radio Maria Mans, Radio Maria Yamoussoukro de Côte d'Ivoire, et chers téléspectateurs de la radio catholique Ecclesia TV, qui venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission spéciale sur l'incompatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Cette émission est voulue pour donner plus d'éclairage aux fidèles catholiques sur le sujet. Et avec nous, le frère Thibaut de la communauté
côté des frères de Saint-Jean pour passer en revue les questions d'incompatibilité entre foi catholique et franc-maçonnerie. Alors mon père, en deuxième position, nous allons parler du développement au cours des siècles de la franc-maçonnerie et ses actions, on va dire, subversives sur l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Alors dites-nous comment la franc-maçonnerie s'est développée dans le temps et dans l'espace jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui a favorisé ce boom de franc-maçonnerie de par le monde? J'imagine que écrire une histoire de la franc-maçonnerie, ça demanderait plusieurs volumes de bibliothèque. Et plusieurs heures de radio. Voilà, plusieurs heures de radio. Donc c'est difficile à résumer en deux phrases. Peut-être dans la continuité, juste peut-être 2-3 mots, mais il ne faut pas que ça soit, j'ai peur que ça soit un peu caricatural. Donc on vient de dire, à la naissance, c'est une corporation de maçons qui prend une tournure de recherche plus intellectuelle, où on dit, au lieu de bâtir nos cathédrales en briques ou en ciment ou en pierre, on va bâtir une cathédrale intérieure de telle sorte que souvent les outils deviennent symbolisme d'une autre construction. Par exemple, on y reviendra peut-être, le tablier, qui est le grand symbolisme du franc-maçon, qui a un tablier. À la fin, au début, le bâtisseur de cathédrale, il taillait ses pierres. Et quand on taille les pierres, on a un tablier, parce qu'il y a des éclats, etc. Tout à fait. Bon. Et là, le tablier devient symbole d'autre chose. Et pour le franc-maçon moderne, alors souvent les symboles, il y a une espèce de richesse symbolique, on ne peut jamais dire tel symbole c'est que ça. Et pour les francs-maçons, le tablier a de multiples sens, mais c'est un sens beaucoup plus spirituel. C'est que le tablier, pour certains, a ce sens que c'est le premier dégrossissage de la pierre, et celui qui a le tablier, il doit travailler un petit peu sur lui, à pas recevoir quand on fait attention, quand il y a des éclats de pierre, c'est le premier dégrossissage. Donc là, la première étape de la franc-maçonnerie, elle est cette charnière entre la corporation et autre chose. Ensuite, en 1738, il y a un autre moment où il y a une deuxième constitution qui est écrite, et ce moment est un peu plus charnière parce que là, la constitution fait référence à l'alliance avec Noé. Et Noé, dans la Bible, c'est l'alliance universelle. Parce que Noé, c'est avant l'alliance avec Abraham, alliance avec les patriarches, c'est une alliance avec toute la création. L'arche de Noé, c'est Dieu qui fait alliance avec la nature. Tout à fait. Et là, il y a une dimension qui n'est plus ces pasteurs chrétiens qui voulaient regrouper plusieurs chrétiens de différentes obédiences, de différents mouvements chrétiens. Là, c'est plus un mouvement qui prend une dimension beaucoup plus universelle. Donc ça, c'est important pour la question que vous posez. Et notamment, ça touche les non-chrétiens, puisque l'alliance avec Noé, c'est au-delà de l'alliance même avec Abraham. Ça touche les non-chrétiens et puis ça touche aussi les juifs. Alors, à partir de là, il y a eu une grande expansion. À partir de l'Angleterre. D'accord. À la fois en Europe, mais aussi et beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, ça s'est beaucoup développé. Alors ça, c'est quelque chose que je connais moins, c'est le monde anglo-saxon. Mais pour les États-Unis, ça a beaucoup compté. Il y a beaucoup de mouvements dans le monde anglo-saxon qui sont enracinés dans la franc-maçonnerie. Après, moi, je connais un petit peu l'histoire de France. On est au XVIIIe siècle. Il y a quelque chose pour lequel la franc-maçonnerie a beaucoup joué, on y reviendra, c'est la Révolution française, qu'on présente historiquement en disant voilà, c'est enfin l'avènement du début d'une république ou d'une démocratie ou de quelque chose comme ça, face à la royauté. Mais derrière, c'est plus complexe que ça, il y a tout un mouvement qui est porté par la franc-maçonnerie, qui a été souvent dénoncé par les papes après, qui avait une véritable intention de déconstruire ce qui était fait pour reconstruire une nouvelle société avec une vision nouvelle. Donc, si vous voulez, les quelques étapes, il y a toute une grande extension dans le monde anglo-saxon jusqu'aux États-Unis. Et en France, ça a joué un rôle très important dans la Révolution française. Et après, ça a continué. On y reviendra sur ces différentes étapes, notamment beaucoup de lois de la République face à l'Église. La franc-maçonnerie est intervenue. Et puis, une étape qui serait importante à souligner ici, c'est comment est-ce que c'est apparu en Afrique. Et notamment, c'est apparu en Afrique au moment de l'indépendance, parce que justement, la franc-maçonnerie ne conçoit pas, conçoit vraiment une unité fraternelle. Moi, je connais, alors c'est différent de l'histoire de l'Afrique, mais je connais un Français qui était pied noir, c'est-à-dire qui était algérien en Algérie, et il est revenu en France et il connaissait personne.
Et ce type, c'est cet homme charmant d'ailleurs, par ailleurs, qui était chrétien, m'a dit en fait, moi je suis entré dans la franc-maçonnerie parce que j'ai été rejeté un peu de tout le monde, parce que je venais d'un autre continent ou quoi, et la seule manière de trouver un lien fraternel qui ne juge pas des races ou des cultures, c'était la franc-maçonnerie. Donc il faut voir qu'il y a cette espèce d'extension, qui a cette dimension fraternelle. Et c'est au moment de l'indépendance, en 1989, il y a une loge nationale qui apparaît à Yamoussoukro. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. On va y revenir certainement, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que les dysfonctionnements, non, les mésententes entre l'Église et la franc-maçonnerie ne sont pas nés du fait qu'en 1901, par exemple, la loi qui prévoyait la séparation de l'État et de l'Église a été défendue bec et ongle par les francs-maçons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu? Alors, la séparation des pouvoirs État-Église. Alors effectivement, c'est que souvent, mais juste, c'est ça qui est difficile, c'est que le propre de la loge maçonnique, c'est qu'elle est tenue au secret. Donc, moi, je n'y étais pas, et donc, je peux pas vous dire exactement ce qui a été décidé là-bas. C'est parce que après, c'est d'une reconstitution. Je vais m'appuyer sur certains textes où il y a certains francs-maçons. Pour répondre à votre question, qui disent explicitement, je voudrais commencer par ça pour répondre à votre question, qui disent explicitement que la franc-maçonnerie porte un projet de société qui est différent de l'Église catholique. Alors, je voudrais vous lire un petit extrait d'un franc-maçon qui dit lui-même, c'est Paul Gordeau, un ancien grand maître du Grand Orient de France. Je cite: le combat qui se livre aujourd'hui, alors c'est au XXe siècle, mais en fait c'est depuis 1901, tous ces débats entre la République et puis l'Église. Vous commencez en posant cette question, la séparation entre l'Église et l'État. Tout à fait. Le combat qui se livre aujourd'hui conditionne l'avenir et le devenir de la société. Il repose sur l'équilibre de deux cultures, l'une fondée sur l'Évangile et l'autre sur la tradition historique d'un humanisme républicain. Et ces deux cultures sont fondamentalement opposées. Donc c'est difficile de vous répondre jusqu'où est-ce que cette loi elle avait été prévue et tout, parce que faut faire attention à pas mettre je sais pas des tas de choses derrière une espèce de société qui ferait tout par derrière en tirant les ficelles. Mais au moins ce qu'on peut dire, c'est que certains francs-maçons disent explicitement qu'il y a deux visions différentes de la société. Donc ça c'est explicite, entre une culture fondée sur l'Évangile et une culture fondée sur une tradition historique d'un humanisme républicain. Après, on rentrera dans le détail en voyant, mais pourquoi, et du côté de l'Église, et du côté de la franc-maçonnerie, on dit oui, il y a antagonisme. Pour l'instant, je réponds juste en disant, effectivement, certains anciens maîtres de la franc-maçonnerie disent oui, il y a eu un combat, parce qu'il y avait clairement deux visions de la société différentes. Il est hasardeux de dire d'où viennent cette opposition entre les deux, mais encore deux sociétés qui se regardent en chien de faïence. On a envie de dire qui c'est qui a commencé, qui a commencé à dire ah non, ce que vous dites vous, c'est pas la vérité c'est nous. Alors depuis le début, depuis le début, l'Église catholique a toujours quand la franc-maçonnerie a pris cette dimension de société secrète. Et notamment on verra un des points sur lequel l'Église a toujours été en désaccord, c'est la dimension de relativisme. À savoir que pour l'Église catholique, il y a certaines vérités qui sont révélées. Et souvent, c'est ça qui arrive qui fait mauvais ménage avec la franc-maçonnerie, c'est que pour la franc-maçonnerie, il y a l'autonomie de la raison, de la pensée, qui ne tolère pas qu'il y ait une religion qui vienne de l'extérieur dicter à la raison ce qu'il faudrait qu'elle pense. Ce qui est une très belle question d'ailleurs, parce que l'intelligence en elle-même, le propre de l'intelligence, c'est qu'elle ne doit pas être contrainte par quelque chose. Si jamais je vous dis non, ça je vous contrains à penser ça, l'intelligence se rebelle. Tout à fait. C'est pour ça que ça pose une très belle question en fait sur le rapport entre l'intelligence et la foi. Vous savez qu'il y a des expressions de Saint Paul qui sont assez étonnantes où il dit « je fais toute intelligence captive ». Et ça, la franc-maçonnerie, on dit non, l'intelligence elle est captive de rien. L'intelligence elle est suffisamment autonome pour penser elle-même. Donc on reviendra là-dessus parce que derrière il y a une très belle question. Comment est-ce qu'il peut y avoir comment est-ce que l'intelligence peut se soumettre à la foi? Est-ce que c'est pas contraire à l'intelligence de se soumettre
a des dogmes, qui par définition n'ont pas été pensés intellectuellement. Est-ce que c'est là l'essence de l'opposition entre les deux? Oui, alors là, on y reviendra, mais en tout cas, c'est un des points de désaccord. Parce qu'on a le sentiment que la franc-maçonnerie a de tout temps persécuté l'Église. Alors franc-maçonnerie et hostilité à l'Église catholique, c'est presque pareil. C'est contre le catholicisme que se concentrent les efforts de la franc-maçonnerie. Alors comment expliquez-vous cet acharnement quasi répétitif, quasi obsessionnel de la franc-maçonnerie contre l'Église catholique? Alors, derrière le mot acharnement, il y a tout de suite une connotation de dire qu'il serait méchant. Ouais. Moi, j'allais dire, pour respecter un petit peu, je continuerai sur ce que j'ai essayé de développer, c'est qu'il y a vraiment deux projets de société. Et donc, je vais vous dire d'autres passages pour voir comment est-ce que eux-mêmes se définissent et comment eux-mêmes essayent j'allais dire, d'apporter une autre vision. C'est pour ça qu'il y a un antagonisme. C'est derrière, il y a une autre vision qu'on veut apporter. Je vais vous citer à titre d'exemple, parce que vous parlez d'un antagonisme, d'une persécution. Je vais vous citer à titre d'exemple le texte du Grand Orient de France, qui avait été écrit il n'y a pas très longtemps, au moment de tout le débat, vous savez, il y a 5-6 ans en France, sur toute la question du mariage, le mariage pour tous, le mariage accordé aux personnes homosexuelles. Le Pax et tout ça. Voilà. Et à ce moment-là, l'Église s'était clairement prononcée en disant, écoutez, clairement, on ne condamne pas les personnes homosexuelles. Et l'Église a fait des grandes précisions en disant on n'a pas à stigmatiser ces gens qui vivent dans une situation qui est souvent une situation douloureuse. Bon. Et souvent il y a une stigmatisation de la société. Et là l'Église a dit oui, on ne doit pas stigmatiser des personnes. Par contre, l'Église a maintenu en disant mais on ne peut pas tout mettre au même plan. Et le mariage entre l'homme et la femme, et l'Église a reposé surtout la question de la filiation, il y a quelque chose dont si on y touche, on risque de toucher au fondement de la société sur le regard entre l'homme et la femme. Et voilà ce que le Grand Orient de France a écrit après l'intervention des évêques de France. Je cite. Pour que vous ayez une idée un petit peu, quand vous parlez de persécution, en fait, mais c'est quoi ce combat? Tout à fait. Le Grand Orient de France condamne fermement les propos de l'Église catholique au sujet du projet de loi sur l'ouverture du mariage civil à tous les couples, qui sera présenté au Conseil des ministres mercredi prochain. Alors, il cite le cardinal André XXIII, etc. Et il dit « Cela témoigne de positions arriérées, voire obscurantistes, en décalage complet avec les nécessaires évolutions sociétales et politiques de notre temps. Ce projet de loi vise à assurer une reconnaissance républicaine du libre choix matrimonial des individus qui le souhaitent au nom de l'égalité des droits. Au nom de la laïcité, le Grand Orient de France rappelle que les églises doivent se restreindre à leur seule sphère spirituelle et ne pas interférer par des imprécations stigmatisantes et des amalgames violents et haineux avec les légitimes débats publics et démocratiques qui président à l'évolution et au progrès des droits civils. » Donc ce texte, pour répondre un peu à votre question, montre bien qu'il y a un débat en disant, écoutez, nous avons une vision de la société qui est au nom de la laïcité, d'un libre choix. Qu'est-ce que l'Église a à venir interférer et à venir stigmatiser, à venir juger? Donc là, ça vous dit un peu, c'est un texte du Grand Orient de France, la tonalité du débat, qui est d'abord une vision intellectuelle et ce texte qui est assez polémique. J'ai failli dire violent. Oui, assez violent. En fait, en disant que l'Église est violente, mais il y a quand même une espèce de violence dans ce texte lui-même. Dans la réponse, quoi. Voilà, ça vous donne un peu la tonalité. On a parlé de laïcité, justement. Cette obstinée envie de rester côte que côte dans une certaine, je dis certaine et je pèse mes mots, laïcité qui vient de la franc-maçonnerie. C'est quoi? C'est une volonté manifeste de reléguer l'Église catholique au second plan ou bien à tout le moins de la détruire? Alors là, on est en train de parler un peu des points de friction. Là, vous ouvrez la question de la laïcité. J'allais dire, ce serait presque une question à part entière. Et en fait, il y a quelque chose qui est très ambigu derrière la question de la laïcité. Parce que la laïcité, en fait, à l'origine, la laïcité, elle est proprement chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Parlons-en justement. La laïcité, c'est justement le fait que la religion chrétienne reconnaisse elle-même qu'elle n'envahit pas tout le champ de la société.
rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est justement tout à fait unique à la société, à la religion chrétienne, d'avoir distingué en disant nous avons une foi, nous avons une vraie place dans la société, c'est-à-dire nous ne sommes pas une entité purement spirituelle, mais ce n'est pas le rôle des chrétiens d'avoir la place de César, rendez à César ce qui est à César. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est que la laïcité, elle est d'inspiration proprement chrétienne quand elle est prise au sens positif. C'est-à-dire que, et là il y a quelque chose de très très profond, c'est que la foi chrétienne ne télescope jamais l'homme. La foi chrétienne apporte une nouvelle espérance, apporte un salut, mais la foi chrétienne ne remplace pas le labeur humain de la société, de telle sorte que le chrétien, et ça c'est très très beau, le chrétien, il a beau avoir la foi, il reste un homme au milieu des hommes. Et c'est pas parce qu'il a la foi qu'il est plus génial politiquement. Il y a des gens qui n'ont pas la foi chrétienne, qui au niveau de l'organisation d'un gouvernement seront plus compétents que des chrétiens. Tout à fait, ça s'est vu dans l'histoire. Exactement. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que la laïcité, en fait, elle est profondément d'inspiration chrétienne. Sans comparer ou sans, j'allais dire, stigmatiser, mais par exemple la religion musulmane n'est pas foncièrement laïque. La religion musulmane, alors telle qu'elle est, là aussi c'est très complexe comme débat, mais la religion musulmane, telle qu'elle est mise en place dans certains pays, elle implique un gouvernement théocratique. Ou dans certains pays, où la religion musulmane, par exemple, elle est une religion d'État. Au Maroc, par exemple, ou dans certains pays, il n'y a pas cette dissociation ou cette distinction. Alors peut-être que l'Église a mis du temps à faire, ou du moins à mettre en œuvre, parce qu'elle est présente depuis le début. Mais c'est quelque chose qui est proprement d'essence chrétienne. Je vous cite un texte, une expression de Benoît XVI, en 2008 à Paris. La laïcité est un fruit de la foi. Ça, c'est le pape Benoît XVI, c'est pas moi qui dis ça. La laïcité est un fruit de la foi. Je comprends bien. Alors, après, la question c'est quelle laïcité on propose? Oui. Alors, ça serait un vaste débat, mais je voudrais dire la chose suivante sur la laïcité. Donc, j'ai commencé, il y a la laïcité proprement chrétienne, parce qu'un chrétien reconnaît la laïcité. C'est-à-dire que il ne va pas, au nom de sa foi, remplacer un gouvernement. Il va respecter ça. Et il respecte de multiples domaines de la société. Et c'est très très sain. Par contre, la laïcité à la française, telle qu'elle était, elle est passée en 1901, après les lois de séparation de l'Église et de l'État, etc. C'est une laïcité qui est née dans un contexte polémique et violent, où notamment il faut savoir qu'au début du XXe siècle, tous les religieux ont été expulsés de France et l'État a confisqué toutes les églises. Ça a été très violent, les religieux ont dû s'exiler. Et je ne sais pas si vous savez comment est-ce que les religieux sont revenus en France. Non, dites-nous. Les religieux sont revenus en France à cause de la guerre de 14-18. Parce que la France avait besoin de personnes qui se battent sous les drapeaux. Donc on dit, écoutez, tous les prêtres qui sont partis en Belgique, revenez, qui sont partis en Suisse, qui sont partis aux Pays-Bas ou je sais pas quoi, tous les pays frontaliers, écoutez, revenez vous battre sous les drapeaux. Et en 1918, la guerre est finie. Et le gouvernement qui reste laïque dit, écoutez, messieurs les religieux, on est très heureux que vous ayez combattu à nos côtés, on vous rappelle la loi de séparation de l'Église et de l'État, donc on vous évite à repartir. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement à partir d'un prêtre qui s'appelle le père Doncoeur, qui a écrit un manifeste qui a été lu dans toutes les églises en France. Non, nous ne repartirons pas. Et en fait, il faut savoir ça, c'est que les religieux, si jamais il n'y avait pas eu ce contexte, on ne sait pas où on en serait. Alors, je voudrais juste dire la chose suivante. Il ne faut surtout pas croire que la laïcité française, elle est parfaitement apaisée. J'allais dire, chacun a posé son arme sur la table. Nous ne repartirons pas. Et puis alors, elle est liée à des pressions. Parce qu'il y a cette espèce de, j'allais dire, de choses fausses qui consistent à croire que nous, les Français, on saurait très bien ce que c'est que la laïcité, et puis on la vivrait parfaitement. On ne sait pas du tout ce que c'est, parce qu'on est dans une espèce d'antagonisme. Ou enfin de ne pas savoir ce que c'est. Ou en fait, on est dans une espèce d'équilibre. Parce que le problème de la laïcité, c'est que il y a une volonté de vouloir, au mauvais sens du terme, c'est qu'il y a une volonté de vouloir reléguer la religion à la sphère privée. Mais la religion, par définition, elle n'est pas privée. Parce que quand on fait un culte, par définition, il y a un côté public. Donc, cette religion qui consiste à vouloir reléguer la religion
la laïcité qui voudrait reléguer la religion à quelque chose de purement spirituel, elle est difficile à mettre en œuvre. Ou elle est mal comprise. Ou elle est mal comprise. Alors mon père, il y a une petite question que je posais dans la précédente. Oui. Quand je vous entends parler ou quand je lis tous les essais ou toutes les thèses sur la franc-maçonnerie, tout tend à faire croire que la franc-maçonnerie lutte pour détruire l'Église, tout simplement, pour la réduire à sa plus simple expression. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on dit ça, moi je dirais il y a deux choses. Plus vite l'Église catholique disparaîtrait, et mieux il s'en porterait. Moi je vous ai lu ce texte, peut-être je peux vous lire un texte, parce que moi je préfère m'appuyer sur des paroles de francs-maçons eux-mêmes. Qui existent. Voilà, qui existent pour pas rentrer dans... Il faut pas être naïf, c'est-à-dire qu'il y a un vrai combat. Mais il faut voir les termes du combat. Il faut faire attention à ne pas voir un complot partout. D'accord. De dire oui, complote contre l'Église. Il y a un vrai combat qui est ouvert. Donc je vais vous lire un autre passage, un autre extrait de François Peillon, qui est un ancien ministre de l'Éducation nationale française. D'accord. Franc-maçon lui-même. Alors, on ne sait pas, mais en tout cas... certains le disent, mais en tout cas sa pensée est sans ambiguïté sur l'orientation. C'est une interview qu'il avait donnée. On ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, sous-entendu la révolution française. Et donc on a laissé le moral et le spirituel à l'Église catholique. Il faut remplacer cela. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Là, c'est un autre texte d'un ancien ministre français qui dit explicitement que on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Donc là, je ne rentre pas dans une théorie, je prends des textes dans une théorie du complot. C'est des textes officiels de dire on ne peut pas construire un pays de liberté avec la religion catholique. C'est fort, hein. Voilà, donc là c'est... Alors il faut savoir parce que... Et donc là, il invite à réinventer une nouvelle religion qu'il appelle la laïcité. Une religion républicaine. Alors, pardon, comme je suis français, je m'appuie sur des passages français. Ça sonne quand même religion républicaine. Il y a quelque chose qui est né en France, mais il faut savoir que comment est-ce que ces courants de pensée gagnent. D'abord, c'est à travers gagner les masses médias. Parce que je vous ai parlé il y a un instant de cette déclaration du Grand Orient de France par rapport à tout le débat avec l'Église sur le mariage pour tous. Comment est-ce que ça a été opéré en France pour comprendre comment ça peut venir ici, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et cette violence dans certains textes, comment est-ce que ça se réalise? C'est que ça se réalise très progressivement, par une conversion des mentalités. C'est-à-dire que, à travers les médias, par exemple, on vous fait passer tel film pour éveiller telle sympathie. Par exemple, toute la question de l'homosexualité. On éveille un sentiment que, par exemple, dans telle série télévisée, mais non, ce couple, ils sont très sympathiques, pourquoi est-ce que vous les condamnez, etc. Et en fait, on essaie, et comme dit l'Église, il ne s'agit pas de stigmatiser des gens, et là-dessus on est d'accord. Mais il faut voir qu'il y a une conversion très progressive des mentalités. C'est pour ça qu'on se réveille un matin et on voit que les mentalités ont été orientées. Oui. Et ici, c'est pareil, c'est-à-dire que progressivement, c'est une manière de changer la société qui n'est pas directement par mode de violence, mais qui est par mode d'infiltration. Mon père, il y a un autre terme assez barbare aussi, je m'entends, c'est la contre-église. Et qu'est-ce que c'est la contre-église? Alors, c'est quoi? C'est une définition qu'on va en donner ou... Là aussi, moi je vous répondrai à deux niveaux. C'est-à-dire que avec les extraits de citations dont je vous ai parlé, on voit on ne peut pas bâtir ce projet de société avec l'Église catholique. Donc là, on peut parler d'une contre-église, on parle d'une religion républicaine. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire qui est visible en disant oui, il y a deux projets de société. Quand on parle d'une religion républicaine, on voit qu'il y a
comme autre chose que l'Église que l'on veut l'Église. faire. Et puis après, mais je vais laisser ça sous forme d'interrogation, parce que moi je ne suis pas entré dans ces cercles. Après, certains disent oui, mais derrière, il y a une société qui a une dimension ésotérique, avec des pratiques, avec une alliance satanique, etc. Moi, je laisserai ça avec un point d'interrogation. Voilà. Donc, quand on met contre-Église, moi, je dirais qu'il faut le prendre d'abord. Contre-catholicisme, Contre-catholicisme, je le prendrais d'abord. Il y a un projet de société foncièrement différent. Après, est-ce que par derrière, il y a une volonté plus cachée, des alliances ? Certains le disent, certains le disent par mode de témoignage, mais c'est plus difficile à définir parce que par définition c'est caché. Justement, c'est ce qui est un peu gênant parce que parfois j'ai l'impression que dans vos réponses, vous donnez vos réponses en prenant quelques pincettes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la franc-maçonnerie c'est une opacité totalement. Alors si je prends des pincettes, c'est pas du tout parce que il s'agit pas d'être clair, hein, il y a des points de désaccord qu'on va dire clairement, forcément, mais parce que c'est un monde qui est très complexe, avec des degrés très très multiples, où tout n'est pas au même niveau. C'est un peu le texte de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire qui disent mais on est face à la fin il y a des orientations pastorales en disant faisons attention à la complexité. Il y a des gens qui sont sympathisants, il y a des gens qui sont dans un premier degré. Moi j'ai rencontré certaines personnes qui étaient, j'allais dire, au premier échelon, qui d'ailleurs je crois se rendaient pas tellement compte de ce dans quoi ils mettaient le pied ou le doigt, je sais pas, dans l'engrenage. Et c'est pour ça que j'essaie de parler en vous montrant, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui sont liés, c'est un tissu de relations dans lequel on est. Il y a des personnes, il y a des textes dont je vous ai lu certains extraits, où là il y a clairement en disant non, on a un projet de société qui est incompatible avec l'Église catholique. Et puis après, mais ça c'est des témoignages qu'il rapporte en disant derrière il y a quelque chose de plus occulte qui est encore derrière. D'accord. L'émission s'appelle Incompatibilité en fait. Le thème de l'émission c'est incompatibilité entre la foi chrétienne, la foi catholique et la franc-maçonnerie. Et pour en parler, nous avons avec nous le frère Thibault de la communauté des frères de Saint-Jean, venu nous donner plus d'éclairage sur cette incompatibilité. Nous allons marquer une petite pause musicale avec le réalisateur de cette émission et puis nous revenons tout à l'heure pour continuer avec le frère Thibault sur les symboles et les rituels maçonniques. À tout à l'heure. Aujourd'hui fini, aujourd'hui fini.